Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission L'Homme et son ton. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme, ancien douanier. Notre invité a été membre du Parti congolais du travail. Il a également été membre du MNR, le Mouvement national de la Révolution. Il a évidemment été militant syndicaliste. Notre invité de ce jour, qui a également roulé sa bosse dans l'armée française, est M. Norbert Okwele. M. Norbert Okwele, bonsoir. Bonsoir. L'émission L'Homme et son ton a une tradition ou une coutume, si vous voulez, celle de laisser libre cours à ses invités, de bien vouloir se présenter comme ils le veulent. Qui est Norbert Okwele? Je suis né à Bois, ici de Wando, fils d'un chef de canton, un grand chef coutumier. Il s'appelait Okwele Kaki, qui a été décoré de la médaille de la Légion d'honneur française le 14 juillet 1948. Vous êtes né à Bois, vous avez dit à Owando, quelque chose comme ça. Bois, c'est le village. Oui, village mais c'est exactement où par rapport à Owando? À combien de kilomètres de Owando? À 30 km de Wando. Et comment est-ce qu'à l'époque, vous viviez à Bois? Votre enfance nous intéresse. Qu'est-ce que vos parents disaient de vous? Étiez-vous un enfant sage, un enfant turbulent? Vraiment. C'est une bonne question. Mon père m'aimait beaucoup. Plus que les autres. Un jour, j'ai prononcé une chanson qui l'a totalement bouleversé. J'avais 12 ans. Alors, mon père a sauté de la maison. C'est un grand chef, très respecté, très écouté. Il dit, c'est pas possible qu'un jeune de ce genre puisse avoir une chanson qui me bouleverse. Et il est venu me passer entre les deux jambes. 2 fois. C'était une bénédiction. Et que disait la chanson? Amboshi. Et puis vous traduirez en français naturellement. Alors là, je peux peut-être le chanter, que ceux qui l'écoutent, ils sauront comment l'interpréter, parce qu'il y a des gens qui écoutaient ça. Oui, mais tout le monde ne comprend pas l'omboshi. Alors vous le chanterez pour faire plaisir à ces anciens. Oui. Et pour les téléspectateurs qui vous suivent, ils aimeraient aussi savoir de quoi vous parliez dans cette chanson. Dans cette chanson, je disais, papa, si on parle de toi, ne crains pas. Ne crains pas, je lui ai dit ça, j'ai chanté cette chanson comme ça, ne crains pas. Alors là, ça l'a bouleversé. Si on parle de toi, sois content. Et je dis ceci, Amboshi disait ceci. Okwelo moroma tango. Okwelo moroma tanga ba yo, mora velo tanga yo. Mora velo tanga yo. C'était cette chanson qui l'a bouleversé. Alors j'avais au moins 12 ans. Hein. Je n'ai jamais vu. Et parmi tous les enfants, mes grands frères, et tout ça, j'étais toujours considéré dans la contrée comme le véritable chef, respecté. Si bien, lui, il avait un ami, chef de canton aussi, du village Edou, qui s'appelait Sassé Ipa, on l'appelait Sassou, chef de canton. Mais ils étaient des grands amis. Jusqu'en ce moment, quand je venais à Idou, un jour je suis allé là-bas, le chef était là. Quelqu'un a dit, moi, quand j'arrive à Idou, je me considérais comme étant dans le village Bois. À cause des relations que mon père avait avec le chef de canton d'Idou, il s'appelait Sassou. Sassou Ipa. Voilà. Quelque chose retient mon attention. Vous aviez plusieurs grands frères et des petits frères. Oui. Vous nous direz certainement le nombre. Votre père avait-il une seule femme, beaucoup de femmes? Quelle était la mode au village à cette époque?
Ben, le chef ne pouvait avoir que plusieurs femmes et plusieurs enfants. Parce que quand on est chef, il faut avoir plusieurs femmes. Mais j'avais des frères de même père et tout ça, nombreux. Mais moi, j'étais l'homme vénéré dans la contrée. En dehors de ce passage de 12 ans qui a été marqué par cette chanson, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre jeunesse? Ce qui m'a marqué dans la jeunesse, c'est que j'étais très écouté. Même parmi mes frères, quand on était à l'école, on me considérait toujours comme chef. Et j'avais la prépondérance de diriger les autres. J'avais l'amour des autres. Quand je trouvais, je partageais. C'est cet esprit que j'ai gardé jusqu'à ma vieillesse. Dans nos villages, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, on parle généralement des rites initiatiques. C'est des traditions comme ça. Chez vous, on parlerait par exemple du rite Otuere. Chez les Téké, on parlerait du Kwembali. Oui. Chez les Vili, je ne sais plus trop. Mais est-ce que vous avez été initié à un rite quelconque? Le Otuere, c'est quoi chez vous? Effectivement, j'étais bien initié dans le rite Otuere. D'abord, du côté de ma mère, il y a le Kani, côté de ma mère, tout comme le côté de mon père. Le Kani. J'étais bien plongé dans le rite d'Otuere. Et comment se fait l'initiation pour être dans le Otuere ou le Kani? Ça se fait comment? Est-ce qu'on vous emmène dans la forêt, au milieu du fleuve? C'était toujours quand il faut emmener dans la forêt pour donner, n'est-ce pas, comment il faut se comporter, comment il faut vivre. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Là, c'est un secret. Okay. Nous respectons votre côté de réserve. Voilà. Parlez-nous de vos premiers pas à l'école. Vous avez quel âge à l'époque? Certains qui sont passés à l'émission L'Homme et son temps nous ont dit qu'ils ont connu l'école à 11 ans, d'autres à 12 ans, d'autres même à 15 ans, Oui. mais qui sont devenus des grands chefs aujourd'hui, hein, ou qui ont été des grands chefs. Vous êtes allé à l'école à quel âge et comment ça s'est passé? Je suis allé à l'école à l'âge de 14 ans. J'ai eu le certificat d'études primaires élémentaires. C'était la fin. Et après là, je suis allé à l'école professionnelle agricole de Sibiti. Ça n'a pas mis du temps. Je suis sorti de là. Et après, le 26 février 1958, j'étais appelé dans l'armée française. Appelé. Et j'ai servi dans les transmissions. Qui vous appelle dans l'armée française? Il n'y avait que vous? Non, comment ça se faisait? C'est le gouvernement. Il décrète, le gouvernement français, nous étions des Français. Et à cette époque-là, il y avait la guerre d'Algérie. Hein, en 1958, bon, on pouvait maintenant faire appel à ceux qui devaient aller dans l'armée avec un certain niveau. Quoi. C'était ça. Bon, nous sommes appelés pour 3 ans dans l'armée française. J'étais parmi ces appelés-là. Et vous étiez combien? Est-ce que vous avez un souvenir comme ça? Non, nous étions nombreux. Nous étions nombreux dans notre corps. Nous étions à peu près 20. Mais d'autres corps, il y en avait plusieurs. Le corps de transmission. Alors ça se fait comment exactement? Le gouvernement français vous appelle, vous et les autres jeunes, à rejoindre donc les rangs des troupes françaises. Oui. Ça se fait comment? Vous partez de chez vous, on vient vous chercher? Non. Ça se faisait comment? Là, à cette époque, il fallait quand même avoir un niveau, hein, parce qu'il fallait avoir un niveau, soit le certificat d'études primaires élémentaires, soit autre chose. On fait un texte, donc, on vous amène, vous êtes admis, vous partez aussi. Et vous avez été enrôlé à Sibiti ou à Brazzaville? Non, à Brazzaville. À Brazzaville, où exactement? À Brazzaville, ici, à Brazzaville. Est-ce que c'était à Bakongo, à Poto-Poto? C'était d'abord à Mongali. De Mongali, nous sommes admis au corps de transmission qui se trouve au camp d'Orlando. Là. Et dans votre corps, vous étiez 20?
Donc vous êtes je ne peux pas déterminer le nombre. Hein. Vous êtes peut-être l'un des survivants, on va prendre 20, vous êtes peut-être l'un des survivants de ces 20 là. Que sont devenus les autres? Ben, beaucoup sont morts, hein. Je ne les connais pas. Tout dernièrement, j'ai connu un là, le frère ici d'André, et Vinzo Antoine. Et quand j'ai demandé d'autres, vraiment, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts, j'ai retrouvé 2 aujourd'hui. Est-ce que c'était dur que d'exercer dans l'armée française? Oui. Parlez-nous de cette aventure, justement. Ben, c'était une discipline de fer. Vous savez, l'armée dit ceci. L'armée faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une discipline entière et une soumission de tous les instants. Car le chef qui les donne en est responsable. Il fallait être discipliné, écouter. Et voilà ce qui a mené qu'à un certain moment, on était heureux, on était content de vivre cette vie. Oui, mais il y a la formation, il y a eu des corvées, c'est ce que nous voulons savoir. Oui. Est-ce que vous aviez creusé ces espèces de trous, vous aviez passé la nuit dans des trous remplis d'eau? Ça s'est passé comment pour que vous soyez endurant, pour que vous ayez l'esprit militaire? Ben, il y avait le parcours du combattant qu'il fallait faire chaque matin. Il fallait se réveiller le matin, à 5 h du matin, prendre le café et tout ça. Et puis ensuite, aller, après le sport, on allait apprendre le métier qu'il fallait, comme on dit, la transmission. C'est ça. Vous avez fait 7 ans dans l'armée française. J'ai fait 7 ans dans l'armée française. J'ai passé la plupart de mon temps au Sahel, au nord du Tchad. Quelles étaient vos missions au Sahel? C'est la transmission. C'est la transmission. Et ça consiste à quoi, la transmission? Il fallait travailler avec les stations télégraphiques et tout ça, installées partout au niveau de l'AIF. C'était ça. Et vous disiez quoi? Dans vos messages, il s'agissait de quoi exactement? On recevait les ordres des chefs, comme nous faisions au PTT, là, quand vous venez un message. Ça venait du chef, on envoie à la direction centrale, ainsi de suite. On reçoit de la direction centrale et on remet au chef des corps. C'était ça. Nous savons aussi que beaucoup d'Africains ont combattu aux côtés des Français pendant les 2 guerres, et peut-être même après, pour rétablir un peu l'ordre et la paix dans les territoires d'outre-mer et certains territoires français en Afrique. Est-ce que vous pensez que la France a été reconnaissante envers tous ces Africains qui ont combattu aux côtés des soldats français? C'est une très bonne question. Un jour, le président Hollande a intronisé 3 femmes de la résistance. Il les a menées au Panthéon. Lesquelles? Les 3 femmes. Vous avez leur nom? J'ai pas leur nom. J'ai pas leur nom. C'était émouvant. Alors, il est venu au Panthéon. Il a fait un beau discours, un discours émouvant pour ces 3 femmes. Je crois que c'est au mois d'avril 2015 là. C'est pas très longtemps. Pas très longtemps. Et lui, il a parlé de tous, des résistants qui se trouvent au Panthéon là. Il a parlé de Jean Jaurès, il a parlé de Victor Schweitzer qui avait aboli l'esclavage. Beaucoup. Mais il a omis de prononcer le nom du grand résistant. Celui qui a libéré la France à partir de Brazzaville ici. Il n'en a pas parlé, il ne fait pas état. Je me trouve. J'aime les Français parce qu'ils aiment beaucoup parler des Africains. Je suis toujours avec eux, en France, je rentre à la médiathèque, je connaissais un Français, un professeur. Moi, il dit, mais je proteste contre le président français. Il dit, pourquoi? Moi, il dit, voilà ce qu'il a fait. C'est une faute énorme.
Il n'a pas prononcé le nom de Félix Eboué, que moi j'appelle l'homme d'un peuple de la nuit. Alors, monsieur, un grand professeur, monsieur Pierre Léonard, parce qu'on discute beaucoup à New York, là où je réside. Vous parlez de M. Hollande. Est-ce que c'est le seul président français qui n'en parle pas? Ou tous ceux qui sont passés à la présidence en France omettent de parler de Félix Eboué, que vous prenez pour un libérateur, l'homme de la nuit, vous avez dit? Oui, un peuple de la nuit. Un peuple de la nuit. Oui, est-ce que vous c'est pensez que tous les présidents ont omis de parler de lui, ou qu'il n'y a que M. Hollande qui ne parle pas de Félix Eboué? Et puis pourquoi vous tenez tant à ce monsieur Félix Eboué? Qu'est-ce qu'il a fait réellement? C'est bon. C'est émouvant. Quand le général de Gaulle s'est rebellé contre le gouvernement de Pétain, il a fui à Londres. Arrivé à Londres avec certains militaires qui l'ont suivi. Mais là-bas, le Premier ministre Harold Churchill à l'époque, Harold Churchill, si je prononce bien le nom, Harold Churchill, enfin, vous verrez vous-même, parce que vous aurez la situation. Quand il a fait l'appel du 18 juin 1940, mais le Premier ministre lui a dit, d'accord, je vous accepte, mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, combattre le gouvernement français à partir de Londres. Mais vous devez aller prendre un territoire de la France en Afrique pour pouvoir mener là le combat, la lutte contre le gouvernement en place. Mais pas ici. Mais il a demandé, il a dit au général de Gaulle, il aidera pour lui faire face. Ainsi